Cette année, nous avons franchi des étapes cruciales ensemble. Malgré la violence des attaques, TVL a résisté à la censure bancaire orchestrée par la Macronie et en guise de réponse, nous avons atteint le million d'abonnés. Mais avec son label médiatique, Emmanuel Macron espère maintenant verrouiller l'information pour tuer toute forme de contre-pouvoir d'ici 2027. Il veut tuer les médias indépendants qui échappent à son contrôle. Les patrons des plateformes numériques ont d'ailleurs avoué sous serment qu'ils manipulaient les réseaux sociaux et leurs algorithmes pour masquer les informations qui déplaisent au pouvoir. Ils nous appellent les contenus gris, ceux qui respectent la loi, mais pas la doxa. En 2017 et en 2022, le système voulait que vous écoutiez Macron, que vous regardiez Macron, que vous lisiez Macron, que vous mangiez du Macron midi et soir. Et ils feront pareil avec leur nouvel élu. Les unes des magazines d'oligarques, les 20 heures du service public, les officines atlantistes et otaniennes qui veulent la guerre, leur favori inondera vos médias. Sans TVL, vous aurez la nausée. Si TVL disparaît, c'est la figure de proue de l'information alternative indépendante qui meurt. C'est la liberté d'expression qui recule. Ce sera la victoire du système que nous combattons. Et si je demande aujourd'hui votre aide, ce n'est pas seulement pour tenir, c'est pour grandir avec vous, développer notre indépendance, multiplier nos programmes et décupler notre force de frappe. Il ne reste que quelques jours, alors mobilisez-vous dès maintenant, je compte vraiment sur vous. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Donald Trump a mis en place un blocus maritime sur les exportations de pétrole du Venezuela. 200 ans après, la doctrine Monroe reste intacte. Internationale toujours, la question des avoirs russes revient avec insistance alors que l'issue des négociations entre Moscou et Washington sur l'Ukraine demeure incertaine. Et enfin, des images fraîches et rafraîchissantes de la mobilisation agricole, notamment à Bruxelles. La pression de Washington sur Caracas monte d'un cran après les destructions sans sommation et sans preuve de bateaux accusés de transporter de la drogue. Désormais, les Américains ont mis en place un blocus de l'exportation de pétrole par le Venezuela. Nicolas de Lamberterie. Les États-Unis poursuivent et intensifient leur croisade contre le Venezuela bolivarien de Nicolás Maduro, cette fois-ci en utilisant leur flotte pour organiser le blocus maritime du pays. La doctrine Monroe a beau avoir 2 siècles, elle est plus que jamais d'actualité après sa réactualisation par Donald Trump. Portant le nom du président américain James Monroe, qui a présidé les États-Unis de 1817 à 1825, la doctrine Monroe entendait à l'époque empêcher toute intervention européenne dans les affaires du continent américain et laissait donc aux États-Unis d'Amérique la prédominance sur ce continent, du nord au sud, que les Américains appellent aussi hémisphère ouest. Au cours du XXe siècle, cette doctrine a continué d'avoir cours, mais cette fois-ci pour y combattre l'Union soviétique et la doctrine marxiste. Et désormais, c'est surtout contre l'expansion économique chinoise en Amérique du Sud que les États-Unis entendent s'opposer. Cette velléité américaine a d'ailleurs été formulée on ne peut plus clairement dans le document de stratégie de sécurité nationale émis par la Maison-Blanche en novembre 2025. Ce document, particulièrement limpide et d'une 30aine de pages seulement, avait fait bondir les Européens pour la partie concernant la Russie. Celle concernant le continent américain avait fait moins réagir en Europe, mais n'en était pas moins riche d'enseignements, étant donné qu'il y figure noir sur blanc une volonté de maintenir une doctrine Monroe renouvelée, y compris en empêchant des concurrents de posséder ou de contrôler des actifs stratégiques vitaux. Une façon très claire de nommer la Chine, qui a investi beaucoup d'argent dans les infrastructures sud-américaines, en particulier sur la côte Pacifique. Dans le cadre des opérations actuelles entreprises par les États-Unis en Amérique du Sud, l'argument généralement invoqué par la Maison-Blanche est la lutte contre le trafic de drogue. Bien qu'il s'agisse d'une réelle problématique aux États-Unis, l'argument semble relativement faiblard lorsqu'il s'agit du Venezuela, qui est surtout l'un des tout premiers exportateurs de pétrole au monde. La question énergétique est d'ailleurs revenue dans le discours américain ces derniers jours, puisque les États-Unis affirment désormais que le Venezuela doit de grandes sommes d'argent à ExxonMobil pour indemniser la grande compagnie pétrolière américaine de politiques de nationalisation entreprises par le passé. En clair,
Les États-Unis affirment, sans trop prendre de gants, que tout ou partie du pétrole du Venezuela est censé leur appartenir. Le 20 octobre dernier, Pierre-Yves Rougeron expliquait à l'antenne de TV Liberté que le principal désaccord entre les États-Unis et le Venezuela était que les Américains refusaient tout simplement de payer au juste prix leurs achats de matières premières à Caracas, alors que pourtant les États-Unis sont le premier client naturel du pétrole brut vénézuélien. Éviter un débat qui est simple, c'est qu'on le veuille ou pas, le principal client de l'histoire du Venezuela, Chavez compris, c'est les États-Unis d'Amérique, et que les Américains ont toujours refusé que ce commerce se fasse au juste prix, car sinon la loyauté, entre guillemets, du moins commerciale du Venezuela leur serait acquise, sachant qu'il n'y a pas d'attaque au sol pensable. Je rappelle que la défense civile vénézuélienne, ce sont des milliers, des centaines de milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes armés et entraînés par un phénomène de milice populaire, et que si l'armée américaine venait à débarquer, elle y perdrait des plumes, elle le sait, et tout ceci n'aurait pas de sens, mais nous restons dans l'application bête et méchante de la doctrine Monroe, qui pousse petit à petit tout le continent, Venezuela compris, dans les mains de la Chine, car je le rappelle que la Chine est en train de moderniser les infrastructures portuaires de la plupart des grandes nations latino-américaines, et qu'elle est en train de se faire une place au soleil, où elle est déjà le premier partenaire commercial du continent sud-américain et de la plupart des pays. Comme souvent, il est bien difficile de deviner quelles seront les prochaines étapes qui pourraient être décidées par Donald Trump en raison des apparences souvent imprévisibles de ses décisions. Certains prédisent que cette montée des tensions constitue avant tout un os à ronger donné aux néocons, qui sont toujours nombreux dans les rangs de la classe politique américaine, et que cela donne donc le change à la politique de Trump en Ukraine, où il cherche, pour l'instant sans succès, un terrain d'entente avec les Russes. Et pendant ce temps, les Européens, fidèles à eux-mêmes, restent la voiture balai des États-Unis, puisque, rappelons-le, en octobre dernier, la Commission européenne a adressé ses plus chaleureuses félicitations après que l'opposante vénézuélienne María Machado ait reçu le prix Nobel de la paix. Et pour le moment, les Européens ne semblent pas pressés d'envisager d'avoir leur propre doctrine Monroe pour affirmer que les affaires européennes ne concernent que les Européens. Que faire des avoirs russes gelés? Bruxelles s'interroge et hésite à franchir le pas de l'utilisation de ces fonds au risque d'être à contretemps de la partition américaine. La semaine dernière, nous nous sommes mis d'accord sur le maintien de l'immobilisation des avoirs russes. Il s'agit d'une mesure décisive qui envoie un message politique très fort. Cela signifie que les avoirs russes resteront immobilisés jusqu'à ce que nous en décidions autrement, jusqu'à ce que la Russie mette fin à la guerre et jusqu'à ce qu'elle verse les réparations dues à l'Ukraine pour les dommages causés, et ce, indéfiniment. Ursula von der Leyen se met en branle sur la question des avoirs russes gelés à la tribune mercredi, puis ce jeudi, la présidente de la Commission européenne a affirmé qu'elle et ses collègues ne partiront pas du Conseil européen sans solution. Accompagnée par la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky, les 27 se retrouvent donc pour décider de l'utilisation de ces actifs pour financer l'aide à Kiev, alors que la Russie, selon Zelensky, se prépare à une nouvelle année de guerre. Vladimir Poutine, de son côté, maintient que les objectifs de Moscou seront sans aucun doute atteints. Non, sans une certaine ambiguïté stratégique, comme dirait Emmanuel Macron. Mais surtout, dans l'équation, c'est l'administration Trump qui pèse et qui exercerait une pression sur les Européens pour abandonner cette idée, selon un responsable ukrainien. Les avoirs russes gelés dans l'UE s'élèveraient à environ 210 milliards d'euros, principalement détenus par Euroclear à Bruxelles avec 185 milliards. Une part importante, estimée à 23 milliards 600 millions, se trouve dans des banques françaises, selon la Banque des règlements internationaux, la BRI. Pour la France, la situation est particulièrement sensible. Paris reste silencieux sur les milliards gelés dans ces banques, invoquant des obligations contractuelles qui pourraient compliquer leur mobilisation, contrairement à Euroclear. Une utilisation forcée exposerait les établissements tricolores à des litiges, potentiellement érodant la confiance des investisseurs étrangers et affectant ainsi la stabilité économique française, déjà pas franchement au mieux. Ces fonds, issus de la Banque centrale russe et d'entités publiques, génèrent des intérêts annuels d'environ 4 à 5 milliards d'euros. L'enjeu central est de mobiliser ces revenus pour un prêt de réparation de 90 milliards d'euros à l'Ukraine,
sur 2026-2027, compensant le retrait américain du soutien financier sous Donald Trump. Les responsables européens se sont ainsi engagés à porter l'essentiel de l'aide, mais les divisions internes compliquent cette décision. En utilisant ces actifs, l'UE enverrait un signal de fermeté, c'est la posture qu'adopte Ursula von der Leyen. Mais au-delà de la communication, il faut pouvoir tenir une telle position. Et la caste aux affaires peut-elle se permettre d'y aller seule après avoir servi de financier à Kiev pendant plusieurs années, tandis que les États-Unis ont finalement plutôt tiré profit du conflit qui affaiblit l'ensemble du continent ? Interrogée sur le sujet, Marine Le Pen a estimé que les dirigeants européens s'échinent désormais à éviter la paix. Je n'ai pas le sentiment que l'Union européenne pousse à la réalisation du plan de paix des Américains, bien au contraire. J'ai le sentiment que Mme von der Leyen, avec le soutien, voire même la complicité d'Emmanuel Macron, fait tout précisément pour que cette paix n'arrive pas. Et ceci est également une inquiétude, parce qu'en réalité, le sentiment profond que j'ai, c'est que l'Union européenne se sert systématiquement des crises pour pouvoir avancer ses pions et pour pouvoir s'attribuer des pouvoirs, des compétences que les traités ne lui ont pas attribuées. Ça a été vrai avec la crise migratoire, où elle s'est attribuée la compétence en matière d'immigration. Ça a été vrai avec le Covid, où elle s'est attribuée la compétence de santé. S'il est difficile de savoir où en est l'Ukraine aujourd'hui, alors qu'on a beaucoup dit que le pays était au bord du gouffre, tant militairement que financièrement, il semblerait qu'un prolongement de la guerre soit risqué pour des États membres divisés, mais également en proie à des crises économiques à divers degrés. Par ailleurs, la poursuite de la guerre fait risquer toujours plus de débordement du conflit vers des États membres, ce qui peut pousser l'Europe, en vertu des traités, à intervenir. Sur ce dernier point, il convient de relativiser la solidarité de Bruxelles à l'aune du cas chypriote, État européen occupé en partie par la Turquie, sans que l'UE s'y intéresse particulièrement. Colère paysanne, la stratégie du gouvernement dans la crise de la dermatose nodulaire contagieuse provoque la colère des paysans. Les tracteurs sont sur les routes en France, mais aussi à Bruxelles, alors que le Mercosur pourrait porter le coup de grâce au secteur. Renaud de Bourleuf. L'inquiétude et la colère toujours aussi fortes dans le monde paysan. Les annonces mardi soir du ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, d'accélérer la stratégie vaccinale contre la dermatose nodulaire contagieuse n'ont pas convaincu les professionnels du secteur. Dans le sud-ouest de la France, et même au-delà, les axes autoroutiers étaient fermés ou perturbés ce jeudi matin, tandis que des préfectures ont vu des murs de paille érigés à leur entrée. On fait pour durer, quoi. On fait pour durer. On a installé un système de rotation entre les éleveurs pour que les éleveurs puissent rentrer chez eux, nourrir les animaux, faire ce qu'il y a à faire sur les fermes, se reposer et revenir. Et voilà, on fait pour durer. Voilà, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une connerie, là, ça y est. Mais maintenant, il faut qu'ils élargissent. On ne veut plus d'abattage total, quoi. L'abattage total, ça, c'est pas possible. Nous, on ne peut plus supporter ça. On veut absolument que les troupeaux soient sauvés. Et on n'est pas contre l'abattage d'une vache malade et que le troupeau soit placé en quarantaine, mais on ne peut plus faire de l'abattage total, c'est inadmissible. Rappelons que 114 foyers de dermatose nodulaire contagieuse ont été détectés en France depuis juin, dont 26 en Occitanie. Plus de 3300 vaches ont été euthanasiées sur un cheptel d'environ 16 millions de bovins. Mais ce sont surtout des exploitations tout entières qui voient ainsi leurs troupeaux disparaître et ne pourront que continuer à exister avec des chèques de l'État. Pour combien de temps ? Une crise qui arrive au mauvais moment, alors que le secteur de l'élevage est en danger, à l'approche d'une éventuelle signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, qui pourrait intervenir samedi. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, espère en effet ratifier ce traité lors d'un sommet du Mercosur samedi dans la ville brésilienne de Foz do Iguaçu. Le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a remis la pression au cours de la semaine, affirmant que cet accord est plus avantageux pour les Européens que pour les Sud-Américains. Pour les industriels allemands, peut-être, nettement moins pour les agriculteurs français. De ce point de vue, ce seront les bovins brésiliens, traités sans nos normes, qui devraient inonder notre marché. Pendant ce temps, les gouvernements allemands et espagnols appuient la signature de cet accord, alors qu'Emmanuel Macron apparaît bien isolé pour dire non. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Et c'est la même chose, c'est la cohérence de l'Europe et c'est une Europe qui protège son agriculture et ses producteurs. La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni l'a rejoint. Mercredi, elle a affirmé qu'il était encore prématuré de signer un tel accord. Elle regrette l'insuffisance de mesures pour protéger le secteur agricole. Emmanuel Macron promettait une minorité de blocage, reste à savoir s'il y arrivera avec la Pologne, l'Autriche et la Hongrie. Mais les agriculteurs, eux, ne baissent pas les bras. Ce jeudi, les tracteurs sont arrivés à Bruxelles. Édouard Chaneau était sur place.
des dizaines de milliers d'agriculteurs venus de France, mais aussi d'Italie et de Hongrie. Certains luttent pour leur survie. Passons à présent à l'actualité en bref, en France. Une arrestation après les cyberattaques du ministère de l'Intérieur. Mercredi soir, près de Limoges, un individu de 22 ans a été arrêté et placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir participé au piratage de données confidentielles du ministère de l'Intérieur. Il était déjà connu des services de justice. En 2025, il avait été condamné pour atteinte à un système de traitement automatisé des données. Désormais interpellé pour atteinte à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État en bande organisée, il encourt 10 ans d'emprisonnement. Ses intentions n'ont pas été dévoilées, selon le ministre Laurent Nunez. Bien que le pirate informatique ait pris les codes d'accès, il n'aurait pas fait de demande de rançon. Reste à savoir s'il est lié à une autre attaque dirigée contre les institutions. Mercredi soir, c'est un fichier de la Caisse aux allocations familiales, la CAF, qui a été piraté. 22 millions de lignes contenant les données de 13 millions de foyers allocataires ont été publiées sur un forum criminel. Les pirates informatiques présentent cette diffusion comme un acte de représailles contre l'État français. En effet, les deux attaques ont été publiées sur le même forum criminel. Un des plus grands criminels de l'histoire selon l'accusation. Ce jeudi, l'ancien médecin anesthésiste Frédéric Péchier a été condamné à la prison à perpétuité avec période de sûreté de 22 ans. La cour d'assises du Doubs l'a reconnu coupable d'avoir empoisonné 30 patients, dont 12 sont morts, au bloc opératoire entre 2008 et 2017, dans 2 cliniques de Besançon. Les victimes étaient âgées de 4 ans à 89 ans. Frédéric Péchier aurait provoqué ces empoisonnements pour ensuite impressionner ses collègues avec ses talents de réanimateur, ce qui a provoqué la mort de certaines victimes. Il avait des relations conflictuelles avec ses confrères et cherchait ainsi à leur montrer sa supériorité. Il a reconnu pendant le procès qu'il y avait eu empoisonnement, mais soutient que le coupable est un autre praticien. Il va faire appel, il a une seconde chance que n'ont pas certaines de ses victimes. Fin de cavale pour un criminel en fuite. Ce jeudi, le 2e évadé de la prison de Dijon a été arrêté à Marseille, sa ville de naissance. Le 27 novembre dernier, il avait scié les barreaux de sa cellule du rez-de-chaussée avec un autre détenu et faisait depuis l'objet d'une notice rouge d'Interpol. Âgé de 19 ans, il était en détention provisoire pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. Il est soupçonné d'avoir été recruté comme tueur à gages par un réseau de trafiquants de drogue. Un prêtre jésuite superstar de la gauche dans la tourmente. Une enquête publiée par La Vie révèle des accusations graves contre le père Gaël Giraud, prêtre jésuite, économiste et écologiste. Des témoignages d'anciens collaborateurs à l'université de Georgetown aux États-Unis décrivent un management dit toxique, des soupçons de plagiat et un environnement de travail oppressant. 2 femmes relatent des relations intimes marquées par une emprise psychologique avec des pressions sexuelles non consenties. L'une, vierge consacrée, évoque une peur de le perdre si elle refusait. Une enquête canonique préliminaire a été ouverte en novembre 2025 par le tribunal pénal canonique national à la suite d'un signalement de la Compagnie de Jésus au procureur de la République. Gaël Giraud conteste ces allégations. L'article questionne la responsabilité des institutions jésuites donneuses de leçons et alertées à plusieurs reprises. L'article note aussi des mesures conservatoires comme un jeûne médiatique. Un antifa enfin extradé après une tentative d'homicide en bande organisée. Regino Abazage, connu sous le nom de Gino, a été arrêté mardi en région parisienne sur mandat d'arrêt européen émis par l'Allemagne à la demande de la Hongrie. Accusé avec une dizaine d'autres personnes d'avoir attaqué des personnes isolées à Budapest en février 2023, il arguait que celles-ci seraient, je cite, d'extrême droite. L'individu dit militer pour le droit au logement. Il appartient à ce qui a été nommé le gang du marteau, à l'origine de 8 à 14 attaques en Europe entre 2018 et 2023, principalement en Allemagne et en Hongrie, dont 5 à Budapest en 2023. Arrêté initialement en novembre 2024 à Paris, Regino Abazage, dit Gino, a été incarcéré puis libéré sous contrôle judiciaire en mars 2025. La France avait refusé son extradition directe vers la Hongrie en avril, disant craindre une violation de ses droits fondamentaux. L'Allemagne a servi d'intermédiaire, rendant cette remise possible. De nombreuses personnalités de la France insoumise ont soutenu cet individu, suspecté d'une tentative de meurtre. L'actualité internationale en bref. La mort de l'enfant au programme des députés européens. Le Parlement de Bruxelles a adopté mercredi un texte exhortant la Commission à faciliter l'accès à des avortements pour toutes les femmes du continent. Ce document fait écho à une pétition et recueille environ 1 million de signatures dans plusieurs États membres. Il propose la mise en place d'un mécanisme financé par Bruxelles et des pays volontaires permettant aux femmes résidant dans des nations restrictives comme Malte ou la Pologne de se déplacer à moindre coût vers des États où l'IVG est autorisée. Outre la question éthique, celle de la compétence communautaire et des États membres interroge. La Commission examinera cette initiative d'ici mars 2026 sans obligation d'action juridique.
Les tensions frontalières entre le Cambodge et la Thaïlande persistent depuis 12 jours. Les disputes territoriales de longue date ont pris un virage résolument guerrier. Le ministère cambodgien de la Défense accuse l'armée thaïlandaise d'avoir bombardé la ville de Poi Phet, un important point de passage avec de nombreux casinos via un avion F-16 qui a largué 2 bombes. Les autorités thaïlandaises n'ont pas réagi immédiatement. Ces affrontements ont causé au moins 38 morts, 21 côté thaïlandais et 17 côté cambodgien. Environ 800 000 personnes ont été évacuées des zones frontalières des 2 côtés. Par ailleurs, 5 000 à 6 000 Thaïlandais sont bloqués à Poi Phet depuis la fermeture des passages par le Cambodge samedi dernier, exacerbant la crise humanitaire. La télévision glisse vers Internet. Mercredi aux États-Unis, l'Académie des Oscars a annoncé que la cérémonie récompensant chaque mois de mars les films de l'année précédente sera diffusée à partir de 2029 sur YouTube en exclusivité. ABC, chaîne télévisée du groupe Disney, va donc abandonner cette cérémonie qu'elle diffusait chaque année depuis 1976. Aux États-Unis, les Oscars sont vus en direct par environ 20 millions de téléspectateurs, un chiffre important mais réduit de moitié par rapport au début des années 2000. Reste à savoir si c'est la cérémonie des Oscars qui désintéresse de plus en plus de cinéphiles qui ne se reconnaissent pas dans les films, parfois récompensés pour leur idéologie, ou si c'est la télévision dans son ensemble qui est désertée. Ce soir immédiat, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.